L'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, nous allons travailler aujourd'hui la mise en place des organes de la plante. Le développement d'une plante associe croissance, c'est-à-dire multiplication cellulaire par mitose dans les méristèmes, ce que nous avons déjà vu, suivi d'élongation cellulaire. Et donc je vous ai dit donc le développement de la plante associe croissance et différenciation d'organes, c'est-à-dire des tiges, des feuilles, des fleurs, des racines, et ceci à partir de méristèmes. Ce développement conduit à une organisation modulaire en ce que l'on appelle les phytomères, phytomères, contrôlés par des hormones végétales et influencés par les conditions du milieu. Le premier processus nécessaire au développement d'une plante, c'est la croissance. Le second processus, c'est la différenciation d'organes. Donc croissance, différenciation d'organes. Les parties aériennes de la plante se développent. On parle de notion de phytomère que nous allons décrire tout à l'heure. Et le système racinaire, bien entendu, se développe également. Donc il y a une diversité des morphologies végétales en fonction des espèces, ce qui paraît tout à fait évident. Alors, essayons de décrire quelques documents avant d'approfondir un petit peu les choses de manière plus subtile, entre guillemets. Et d'abord, essayons de dégager une problématique. Alors, on parle de mise en place des organes de la plante. Les plantes sont constituées d'organes spécialisés, alors lesquels? Bien, les tiges, les feuilles, les racines, les fleurs, etc. Pourquoi spécialisés? Eh bien, on le comprend en considérant par exemple une fleur. La fleur n'a pas le même rôle qu'une feuille. Une feuille verte, par exemple, son rôle sera de produire de la matière organique, et cette matière organique va se disperser dans la plante pour permettre à la plante de croître et de différencier certaines parties. La fleur, quant à elle, c'est un organe reproducteur. Donc on comprend bien qu'il y a une spécialisation. La fleur est spécialisée, les feuilles sont spécialisées, les tiges, elles, sont spécialisées en quoi? Eh bien, il y a à l'intérieur des vaisseaux, alors pas des vaisseaux sanguins, des vaisseaux de la plante, donc pour faire circuler la sève brute et la sève élaborée. Donc autrement dit, il y a des vaisseaux du xylème et des vaisseaux du phloème. Xylème pour la sève brute, phloème pour la sève élaborée. Sève élaborée, c'est-à-dire qui contient les matières organiques qui proviennent de la photosynthèse. Alors, toutes ces structures sont issues du fonctionnement des méristèmes. Les méristèmes sont des zones spécialisées dans lesquelles les cellules se divisent. Division cellulaire par mitose. Alors on peut se poser la question, évidemment, comment se forment les différents organes d'une plante? Comment est-ce qu'à partir d'une graine, par exemple, on peut obtenir des racines, mais on peut obtenir également des tiges, des feuilles, des fleurs. Mais comment est-ce qu'une tige va pouvoir se former alors qu'on pourrait très bien dire à tel ou tel endroit la fleur va se former ou une racine? Il y a une organisation qui fait qu'il va y avoir formation des organes, c'est ce que l'on va essayer de comprendre. Alors on va voir deux choses, donc une organisation modulaire des tiges feuillées, ce que l'on va voir tout à l'heure, et puis on va voir le système racinaire. Alors d'abord, on peut dire que les tiges feuillées sont construites et fonctionnent de façon modulaire à partir de ce que l'on appelle des phytomères. Donc chaque module est appelé phytomère. Il est constitué d'un segment de tige comprenant un entrenœud et un nœud. Alors l'entrenœud, c'est la zone qui est dépourvue de bourgeons et de feuilles. Et le nœud, c'est la zone d'implantation des bourgeons axillaires et des feuilles. Et l'organogénèse de chaque phytomère commence au sein d'un bourgeon. Et comment? Eh bien par la mise en place d'ébauches de très petite taille, résultant du fonctionnement du méristème caulinaire.
Le développement de ce bourgeon consiste en une croissance de chaque phytomère, c'est-à-dire une élongation des entrenœuds et une augmentation de la taille des feuilles. Et ceci est suivi d'une différenciation des tissus au sein des organes. Donc si par exemple vous trouvez sur Internet un document qui peut être une organisation et un développement modulaire caractéristique des parties aériennes de la plante, vous allez tomber sur des schémas où vous allez voir donc un petit morceau de plante, vous allez voir un phytomère. À partir du phytomère, donc il y a... Alors un phytomère c'est quoi en fait? Il y a un entre-nœud et puis il y a deux nœuds. Il y a deux nœuds et puis entre les deux nœuds il y a un entre-nœud. Et puis il y a au niveau du nœud le plus supérieur, le plus haut, le plus récent, on va dire, un bourgeon apical. Et ce bourgeon apical, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se développer. Donc, il va y avoir un développement du bourgeon apical. Autrement dit, il y a dans cette partie de plante un ensemble de très petits phytomères au niveau d'un méristème. Il y a un méristème apical et il y a également un ensemble de très petits phytomères. Et il va y avoir un développement de ce bourgeon apical. Et ce bourgeon apical qui se développe ne sera plus apical, puisqu'il va donner donc un phytomère, et puis ensuite un autre phytomère, puis encore un autre phytomère. Autrement dit, il y a un développement, il y a un premier phytomère. Si par exemple le premier phytomère, on l'avait appelé petit n, eh bien le phytomère suivant sera le phytomère n plus 1. Et à la partie supérieure de ce phytomère n plus 1, il y a un bourgeon axillaire. Et un phytomère n plus 2 va se développer, et ensuite un phytomère n plus 3. Autrement dit, les bourgeons axillaires deviennent non axillaires, et le bourgeon axillaire à chaque fois redonne un nouveau phytomère. Et puis on a un phytomère n plus 4, etc. Et on a à chaque fois un bourgeon que l'on appelle un bourgeon apical. Autrement dit, il y a un méristème apical et un ensemble de très petits phytomères, comme précédemment. Donc on part d'un bourgeon apical, en fait, qui va se développer. Donc il y a un méristème apical et un ensemble de très petits phytomères, donc développement des différents phytomères, et puis on se retrouve au final toujours avec un méristème apical et un ensemble de très petits phytomères. Donc il y a bien à chaque fois un développement du bourgeon apical, avec mise en place de nouveaux bourgeons apicaux, de nouveaux phytomères. Donc on a par exemple de n plus 5 à n plus 8. Donc à partir d'un phytomère, n, on a un phytomère n plus 1, puis n plus 2, n plus 3, n plus 4, n plus 5, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'est la mise en place de nouveaux phytomères à l'extrémité d'un phytomère que l'on a appelé petit n. Alors, bien sûr, bon, il faut avoir un schéma devant vous pour mieux comprendre, hein, c'est pas compliqué. Alors, vous pouvez également vous rendre compte de morphologies variées selon l'organisation des phytomères et selon le rythme de leur développement. Donc, en effet, chez certaines espèces, le méristème caulinaire ne génère qu'une seule feuille par phytomère. Les feuilles sont alors alternes. Et d'autres espèces, comme par exemple la menthe, présentent 2 feuilles par nœud. Donc on parle de feuilles opposées, voire il peut y avoir beaucoup plus de feuilles. Alors je reviens, je ferme ma porte. Et voilà. Alors, je disais que, je répète en fait, que chez certaines espèces, le méristème caulinaire ne génère qu'une seule feuille par phytomère. Comme sur le schéma que vous pourriez trouver sur Internet en tapant par exemple morphologie variée selon l'organisation des phytomères et le rythme de leur développement.
Juste une petite vérification. Oui. Je répète encore une fois. Chez certaines espèces, le méristème caulinaire ne génère qu'une seule feuille par phytomère. Trouver des documents, c'est facile sur Internet. Alors on dit que les feuilles sont alors alternes. Enfin, il va y avoir une formation de feuilles dont la disposition va être alterne. C'est-à-dire on a une feuille là, une feuille là, une feuille là. Donc une feuille par là, une feuille par là, une feuille par là, une feuille par là. Donc c'est alterne, alternance. Et d'autres espèces, comme par exemple, on prend l'exemple de la menthe, la menthe présente 2 feuilles par nœud. Donc on a à ce moment-là des feuilles opposées. Donc on a hop, 2 feuilles, 2 feuilles, 2 feuilles, elles sont opposées. Et quelquefois, il y en a beaucoup plus. Les feuilles sont dites alors verticillées, comme par exemple le gaillet. Ça veut dire qu'il y a une feuille là, une feuille là, une feuille là, une feuille là, une feuille là. Bon, ça forme une espèce de verticie. Donc lorsque le bourgeon apical est pérenne, année après année, il a tendance à limiter le développement des bourgeons axillaires. Bizarre, non? Donc c'est le cas par exemple de l'épicéa. Chez le noisetier, par contre, le bourgeon apical dégénère à l'issue d'une année de fonctionnement. Et les bourgeons axillaires situés à la base de la tige se développent en rameaux vigoureux. Donc voilà pour le document numéro 1. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur ce document numéro 1? Eh bien, on peut résumer en disant que les parties aériennes d'une plante sont constituées par la répartition d'une même structure élémentaire, c'est-à-dire un même module que l'on appelle le phytomère. Un phytomère est constitué par quoi? Qu'est-ce que vous en avez compris? Un phytomère est constitué d'un nœud qui comporte un ou plusieurs bourgeons et une ou plusieurs feuilles, et ce phytomère contient donc en plus de ce nœud un entrenœud qui est un segment de tige dépourvu de feuilles et de bourgeons. Si la croissance d'un phytomère passe par le fonctionnement des méristèmes contenus dans les bourgeons et par l'élongation des cellules qu'ils produisent, le développement des tiges feuillées résulte du comportement des phytomères les uns par rapport aux autres. Ainsi, selon l'activité du méristème apical, on aura un nombre plus ou moins important de feuilles au niveau du nœud. On parle de phyllotaxies différentes. De plus, selon la capacité des bourgeons apicaux à se maintenir dans la durée et selon la capacité des bourgeons axillaires à se développer, eh bien la plante adoptera des morphologies variées. Bon. Ensuite, passons à un autre document, c'est le système racinaire. Système racinaire, donc procurez-vous des images. Vous avez par exemple un petit pois qui va germer. Donc on voit le petit pois qui germe avec les racines vers le bas et la tige feuillée vers le haut avec ses feuilles. Donc au cours d'une germination d'une graine, une racine principale va se former et s'enfoncer dans le sol. À quelques centimètres au-dessus de son apex apparaissent des racines secondaires, capables, après élongation, de se ramifier à leur tour. Un massif de cellules méristématiques donne naissance à la nouvelle racine et il provient de la dédifférenciation de certaines cellules proches des vaisseaux conducteurs de sève. Je répète que le massif de cellules méristématiques qui donne naissance à la nouvelle racine provient de la dédifférenciation de certaines cellules proches des vaisseaux conducteurs de sève. Celles-ci retournent à l'état embryonnaire et commencent à se diviser activement. Elles constituent alors le méristème apical de la nouvelle racine. Voilà, donc procurez-vous des images sur Internet en tapant par exemple coupe transversale d'une racine de saule montrant la formation de racines secondaires. Ensuite, selon le développement relatif de la racine principale,
et des racines secondaires, on peut distinguer deux grands types de systèmes racinaires. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez si vous voyez une carotte et un poireau au niveau du système racinaire? Eh bien, si vous imaginez ce que vous tenez dans la main, c'est facile à comprendre. Le système racinaire est soit pivotant, soit fasciculé dans ces deux exemples, carotte et poireau. Alors, le système racinaire pivotant, lui, c'est une grosse racine, dite pivot, dite racine pivot, et des ramifications latérales peu nombreuses et peu développées. C'est le cas de la carotte. Ensuite, le système racinaire peut être également fasciculé. Alors, il n'y a pas de racine principale. Toutes les racines ont un développement équivalent. Elles peuvent être ramifiées ou pas du tout, comme c'est le cas chez le poireau. Donc vous voyez que les systèmes racinaires peuvent être différents. Alors précisons un petit peu plus les choses. Sur le développement des systèmes racinaires. L'origine, à l'origine, donc au niveau de l'embryon, il n'y a qu'une racine. On parle de radicule, mais il va se développer suite à l'activité du méristème apical racinaire. Des racines secondaires peuvent apparaître au-delà de la zone d'élongation et autour du cylindre central qui contient les vaisseaux conducteurs de sève, on trouve en effet un anneau de cellules capable de se dédifférencier et de donner des cellules méristématiques à l'origine de racines secondaires. Donc il y a une diversité des racines secondaires. On a pris l'exemple de racines pivotantes et de racines fasciculées. Donc pivotante chez la carotte par exemple, et fasciculée, donc système racinaire fasciculé, chez le poireau. Alors, quelques remarques. Les feuilles peuvent être disposées de façon diverse le long des tiges. Elles peuvent être alternes, opposées ou encore verticillées, par exemple. Verticillées ou verticillées. Cette diversité est typique de chaque espèce et résulte du fonctionnement particulier des méristèmes caulinaires, à l'intérieur desquels se mettent en place les ébauches de feuilles selon une géométrie génétiquement déterminée. La diversité des morphologies est à la fois quantitative, c'est-à-dire taille des plantes et de leurs organes, mais aussi qualitative. Chez les arbres, par exemple, l'épicéa s'organise autour d'un tronc unique, porteur de tiges latérales nettement moins développées. Chez le noisetier, en revanche, l'arbre est constitué d'un ensemble de troncs, tous d'importance équivalente. Cette diversité est aussi contrôlée génétiquement. Elle résulte des relations qu'entretiennent les phytomères entre eux et en particulier de leur capacité à produire ou non des rameaux à partir des bourgeons axillaires qu'ils portent. Chez les plantes cultivées, comme par exemple les légumes, on trouvera surtout des exemples de systèmes racinaires pivotants. Certains pivots sont tubérisés, riches en matière organique comestible. C'est le cas de la carotte, du panais, de la betterave, du navet. D'autres ne le sont pas ou peu et on consomme dans ce cas les parties aériennes de la plante. C'est le cas du chou, de la salade, etc. Les céréales, les oignons, l'ail constituent des exemples de systèmes racinaires fasciculés. Nous, on avait pris l'exemple du poireau. Cette diversité est typique de chaque espèce, donc contrôlée génétiquement. Alors, on n'a pas mis en évidence le contrôle génétique. Voilà, donc on a dit l'essentiel. On avait essayé de comprendre la mise en place des organes de la plante. On a vu que la plante forme des organes. C'est contrôlé génétiquement, ce qu'on n'a pas mis en évidence. Mais on a bien parlé de l'organisation modulaire des tiges feuillées et on a mis en évidence certains éléments des systèmes racinaires. Le cours est terminé. Merci.
Alors, vous avez remarqué, ça fait un contre-jour, ça fait sombre à l'écran et ça fait éclairer là-bas. C'est con ce que je dis, je sais bien, comme d'habitude. La patronne. J'arrive pas à l'arrêter.